Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Jarre. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Lombard Odier. Je ne fais pas le parallèle avec Game of Thrones, mais non, mais la guerre commerciale, techno-commerciale, j'ai envie de dire, c'est un feuilleton, mais ça continue, ça n'arrête pas. J'ai recensé là sur les dernières heures. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, je fais un peu le point, après vous réagissez. Pékin qui nous dit les attentes des Américains sont extravagantes, etc. On a durcissement donc, avec le chinois fabricant de téléphones portables, 200 millions de portables dans le monde, Huawei, qui ne peut plus faire affaire avec Google, qui dit il n'y aura plus de Gmail et compagnie, YouTube c'est terminé. Les fabricants de puces, enfin de microprocesseurs semi-conducteurs, on en a besoin pour fabriquer les téléphones, enfin ils en ont besoin les Chinois, ils arrêtent de bosser. Voilà, pareil, ils ne fourniront plus. Et puis il y a Trump dans la nuit là, qui a rétropédalé en disant bon, finalement les restrictions, pendant 3 mois, on les allège un petit peu, il faudra demander l'autorisation comme au gouvernement américain, mais voilà, Huawei pourra quand même se fournir. Et puis il n'y a toujours pas de date fixée pour la reprise des négociations. Il y a cette date butoir de fin juin au G20 entre les deux leaders, entre Trump et Xi Jinping. Voilà, sauf que la montée des tensions, elle est quand même palpable, même s'il y a une accalmie, parce que Trump met des restrictions et puis les suspend un petit peu pendant 3 mois. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un très bon point, cette perspective et cette date. Les équipes américaines et chinoises ont travaillé comme des forcenés pendant 4 mois pour un seul et unique but, c'est amener Xi Jinping et Donald Trump au G20 à Osaka en juin et avoir la fameuse photo finish en quelque sorte où ils se serrent la main et ils ont cet accord commercial. Donc toutes les semaines, on avait des Chinois à Washington ou des Américains à Pékin et puis il y a eu ce rétropédalage quelque part dans la négociation et depuis 10 jours, vous l'avez mentionné, on a une escalade quand même sans précédent où on a du mal à imaginer rétropédalage, c'est ce que dit la partie américaine. Les Chinois, oui. eux, ils disent non, nous, on y va, on négocie de bonne foi. Alors, il y a de la mauvaise foi de part et d'autre, mais ouais. il y avait un texte de 150 pages qui existait. Les Américains se rendent à Pékin, ce texte de 150 pages devient un texte de 105 pages. Et donc, il y a quand même eu un retrait de certains éléments très très importants sur la propriété intellectuelle. Donc ça a été un rétropédalage quand même initialement de la part des négociateurs chinois. Et puis là-dessus, les Américains ont pris la mouche et on a eu l'escalade des tarifs, la réponse et les histoires de Huawei. Donc on a du mal à imaginer maintenant qu'en juin, les deux parties soient prêts à un accord qui est pourtant extrêmement nécessaire à ce stade. Vous n'y croyez pas pourtant sur ce qui est pricé, encore une fois, par les marchés, que tout ça va se terminer de manière raisonnable avec un accord? Peut-être fin juin. Les marchés ont tort de parier sur un accord? Alors, pas nécessairement tort de parier sur un accord, parce que c'est vrai qu'il en va de l'intérêt commun, mais cet élément de fin juin est très important. Si ça arrive fin juin, très vite, les flux commerciaux vont se redresser, l'activité manufacturière avec, et les économies ne sont pas en danger. En revanche, si on a 12 mois de délai et qu'il va falloir encore beaucoup de tours de négociation, eh bien, les flux commerciaux vont rester en contraction. On vit aujourd'hui une récession du commerce mondial, donc on n'aurait pas de reprise des exportations chinoises aux États-Unis ou des exportations allemandes en Chine. Et donc, peut-être qu'au bout de quelques mois, ce qui a si bien tenu jusqu'à maintenant, nos économies domestiques, l'emploi, etc., finirait peut-être par être pénalisé par cette confrontation entre les deux géants de l'économie mondiale. Donc cette date butoir de juin était très importante. Ouais. Et les marchés ont tort de tout miser encore une fois sur un accord fin juin? Je crois c'est risqué, c'est déraisonnable pour vous? Oui, disons qu'il y a 10 jours, on pouvait vraiment le penser. Tout amenait à cette idée que fin juin, ils auraient quelque chose. Et puis, l'escalade qu'on a vue ces 10 derniers jours nous laisse penser que quand même, fin juin ou mi-juin, c'est dans 6 semaines. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, vu l'escalade des tensions jusqu'à maintenant, qu'ils auront... Vous n'y croyez pas, vous Non, pas. Je pense que ça va mettre plus de temps que ça. Donc, on va au bout de la logique, s'il n'y a pas d'accord fin juin entre les deux leaders, qu'est-ce qui se passe pour les marchés qui, pour le coup, jouent quand même ce scénario de les deux qui enterrent l'âge de guerre? Les marchés vont avoir tendance à imprimer le fait que l'activité manufacturière ne va pas rebondir si vite, que les flux commerciaux vont rester contraints. Et donc, effectivement... Donc, les marchés rebaissent derrière. S'il n'y a pas d'accord fin juin, les marchés vont rebaisser? Effectivement, sur des perspectives bénéficiaires qui sont quand même moins fortes, évidemment, dans un contexte où... Donc, il faut s'attendre à un contre-coup, à une baisse des marchés, si d'aventure, il n'y a pas d'accord? Oui, la manière dont on le dirait, c'est qu'aujourd'hui, la volatilité nous paraît suffisamment basse et que, à notre avis, il y a un peu de complaisance là-dedans et on va avoir des épisodes de volatilité un peu plus marqués dans les trimestres à venir. Ouais. Donc les marchés vont rester sous pression déjà jusqu'à fin juin.
Et s'il n'y a pas d'accord, de nouveau sous pression jusqu'à un potentiel accord qui serait… Après, il y a un calendrier, pardon, mais Trump, il est plus pressé que les Chinois d'aboutir à un accord. Il a des élections, pas les Chinois. Oui, absolument. Donc on peut imaginer que cette volatilité qui revienne parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre en juin, peut-être qu'à un moment, ça va amener les deux parties autour de la table. Finalement, il n'est peut-être pas tant que ça en position de force, Donald Trump. Non, la grande question, c'est est-ce qu'on peut avoir un changement de stratégie des deux parties? Aujourd'hui, Donald Trump, il a sa posture de « je suis un négociateur de génie, je suis très bon pour l'économie américaine ». Peut-être qu'il peut changer pour l'instant, lui donnent raison. Les chiffres lui donnent raison pour l'instant. Enfin, il est bien aidé par un stimulus fiscal quand même très marqué. Et par la Fed aussi. Absolument. Et peut-être qu'il peut changer de posture et dire finalement, notre pays maintenant est en guerre économique et moi je suis un chef de guerre, je vais vous protéger contre une mauvaise foi qui viendrait de Chine. Et donc on aurait ce changement de stratégie complet. De l'autre côté, les Chinois… Donc il n'a pas besoin nécessairement d'un accord dans ce cas-là, non. La question c'est comment réagiraient les électeurs américains? Est-ce qu'ils verraient ça? Est-ce qu'ils le suivraient dans sa stratégie de durcissement? Ou est-ce qu'au contraire, ils verraient que finalement Trump n'a pas délivré ses promesses sur l'économie? Donc ça va se jouer à pas grand-chose à ce niveau-là. Ouais. Et donc la stratégie de Trump, pour l'instant, qui est, encore une fois, il faut qu'on prenne le temps de revenir sur le cas Huawei, mais qui est d'asphyxier quand même un fleuron technologique chinois, deuxième, encore une fois, fabricant mondial, 200 millions de portables, aucun d'ailleurs, quasiment aucun aux États-Unis, c'est là où il est malin Donald Trump. C'est que le consommateur américain, il ne verra pas la différence. Non, on sent qu'aujourd'hui, la confrontation, elle dépasse un petit peu le commerce. C'est une question de leadership mondial pour les Américains. Évidemment. Ils voient évidemment la Chine les rattraper au niveau technologique, les rattraper au niveau économique. C'est déjà arrivé dans l'histoire. On sait que les Américains ont été confrontés aux Russes dans les années 60 et 70, aux Japonais dans les années 80. Sur les voitures. Et aujourd'hui, le nouveau challenger officiel, ce sont les Chinois. Et donc, il faut mettre effectivement cette pression maximale sur les Chinois. Et cette pression maximale, elle est brutale évidemment, mais in fine, il peut tordre le bras ou pas à Pékin. On parlait de la stratégie américaine, de la stratégie chinoise, qui elle a du temps. Enfin, ils ont du temps devant eux, les Chinois. Oui, mais ils n'ont pas ce même calendrier électoral. Les Chinois, comme les Américains, ont un intérêt économique. C'est ce que dit, voilà, c'est le sentiment des marchés, qu'in fine, tout le monde va s'entendre. La question, c'est l'horizon. À quel horizon? Et plus ça met de temps, plus l'économie chinoise, qui souffre aujourd'hui quand même des tarifs, va devoir compenser par du stimulus. Et eux aussi peuvent changer de stratégie à un moment. Aujourd'hui, ils veulent aider Trump à être réélu pour obtenir un bon accord. Mais on peut très bien imaginer que finalement, eux aussi, rétropédalent à ce niveau-là, changent de stratégie, décident de faire un maximum de dégâts économiques pour que Biden, donc l'opposant démocrate de Trump, soit élu à sa place et éventuellement négocier avec Joe Biden. Un maximum de dégâts. Alors, comment? Parce qu'il y a plein de trucs, on entend plein de trucs passer, on dit voilà, ils pourraient laisser filer leur devise, le yuan chinois. On voit déjà que ça a un petit peu baissé avec une barrière importante en dollar yen à 7, c'est ça? Oui. Pour les Chinois, c'est un peu l'arme nucléaire, cette dévaluation de leur devise qui permettrait de compenser un peu l'effet des tarifs. Et puis, quelque part, le maximum de dégâts, on a vu les prémices de ce que ça pourrait être en fin d'année dernière, où on a vu cette grosse volatilité, un certain nombre d'accidents économiques. Et donc, on pourrait imaginer que si les Américains changent de stratégie et que les Chinois, du coup, embrayent et eux également changent de stratégie et reportent indéfiniment finalement cette idée d'accord, on n'a eu qu'un avant-goût en fin d'année dernière et que les choses. Mais avec quelles armes côté chinois, encore une fois? Parce que les armes, on en a parlé, voilà, il y a la devise chinoise, il y a les bons du trésor américains, ils en ont un gros morceau, ils ont un tiers de leur réserve de change, sur 3 000 milliards, ils ont à peu près 1 000 milliards de bons du trésor américains, mais ce n'est pas non plus leur intérêt parce que ça se déprécierait, il en reste 2 000 milliards et automatiquement ils feraient une paume, ils sont quand même pas idiots. Après on se dit qu'ils peuvent mettre des bâtons dans les roues dans des boîtes américaines qui sont présentes sur le sol chinois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est déjà pas mal. On a vu hier Xi Jinping, il était en déplacement sur je ne sais plus dans quelle province où il y a des terres rares. Les terres rares sont ces métaux précieux. Je ne sais pas si je dis, c'est pas métaux précieux, c'est du… ce sont des métaux industriels. Qui servent à fabriquer en fait les smartphones. Oui. Et ils ont un monopole à 95% les Chinois. Ils ont fait comprendre, je pense, qu'il y avait un signal implicite envoyé aux Américains en disant, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs Trump a reculé, les terres rares, si on bloque l'accès aux terres rares, vous ne fabriquez plus rien. Bien sûr, pensez que les Chinois n'ont aucun levier, ils ont peut-être moins de levier que les Américains, c'est vrai, mais pensez qu'ils n'ont aucun levier, ce serait un petit peu complaisant. Je pense que le premier levier et la première chose à regarder pour voir où ils en sont des négociations, c'est la première chose que vous avez mentionnée, c'est la devise. Si effectivement les Chinois laissent un peu filer la devise, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui est modérément le cas, modérément. on va dire, mais effectivement, si on atteignait de nouveaux points
moins bas pour la devise chinoise, ce serait effectivement un signe que les négociations Les devises chinoises pilotées par Pékin. Absolument. Même si je n'ai pas tout compris, il y a deux yuan. Il y a un yuan onshore et offshore. Oui, disons que ce qu'il faut voir, c'est comment se comporte globalement la devise chinoise par rapport à un panier de devises. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont toujours défendu une limite relativement basse, mais que si on allait encore plus bas, ce serait un signe finalement que les négociations ne vont pas dans le bon sens. Ouais, c'est ça aujourd'hui, c'est bien résumé. Ça ne va pas dans le bon sens. Certains disent oui, mais voilà, c'est du bluff, on montre ses muscles. On a le sentiment que chaque camp, on est dans une espèce d'escalade, de riposte, de représailles. Et l'histoire nous apprend que ça peut déraper aussi. Oui, les marchés le voient, mais pas tant que ça. Il y a un jeu de poker menteur. Le marché aujourd'hui donne le bénéfice du doute à cette idée qu'une désescalade significative peut venir en juin. Mais juin, c'est vraiment dans pas longtemps. Et c'est trop juste, c'est trop serré pour vous. Disons que si on loupe ce coche, ensuite, il n'y a plus de date butoir. Si ce n'est l'élection américaine en novembre 2020. Donc ça veut dire que ça peut mettre énormément de temps à réengager la machine pour avoir un accord in fine. En l'absence d'accord fin juin, les marchés vont corriger. En l'absence d'accord fin juin... Parce que c'est pas pricé, parce que c'est mal pricé en tout cas. Oui, absolument. Et je crois que c'est surtout le retour de la volatilité qui se fera sentir. Et donc il faut imaginer que s'il n'y a pas d'accord fin juin, on va être dans un monde où il y aura beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a pu connaître depuis le début de l'année. Ouais. Et la mauvaise volatilité, hein, celle qui va vers le bas. Bien sûr. Donc protéger un petit peu ces investissements, ça paraît être une stratégie raisonnable à ce stade. Un petit mot comme de Huawei, parce que encore une fois, Huawei qui est hyper dépendant des puces américaines, fabriquées par les Intel, les Qualcomm, les Broadcom, c'est pas des boîtes qu'on connaît, mais c'est bien vu comme de la part de Trump pour handicaper le développement, notamment sur la 5G, où Huawei est un pionnier. Huawei est affaiblie, même si elle se sursit 3 mois, Huawei est affaiblie. Oui, elle va être affaiblie et on voit que Trump utilise absolument toutes les armes qui sont en son pouvoir pour essayer de maintenir l'avance américaine au niveau technologique, qui a été vraiment grignotée ces derniers temps, avec quand même des entreprises chinoises qui arrivent ou qui ont su faire un bond en avant. Qui ont su faire un bond en avant en fermant leur marché. Bien sûr. Non, mais voilà, c'est pas fruit du hasard. Donc toutes les règles sont permises. Il n'y a aucun GAFA qui a pu se développer sur le marché chinois. Bien entendu. Donc on sent qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de très large, dans la confrontation avec les deux. Et pour l'économie mondiale, ça veut dire que si les flux commerciaux ne se reprennent pas, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. On a compris, la stratégie de Trump, c'est de contenir encore une fois les ambitions commerciales et technologiques surtout de la Chine. Pari perdu, est-ce qu'il ne sait pas, encore une fois, il pourra au mieux ralentir leur ascension? Je veux dire, ils peuvent vraiment porter un coup d'arrêt. C'est une course de longue haleine. Et on sent que la confrontation entre les deux va durer très longtemps. Je vous rappelle que Obama avait aussi initié cette course quand il avait présenté le TPP, qui était cet accord transpacifique, accord commercial entre les États-Unis et tous les pays d'Asie, sauf la Chine. Donc ça fait longtemps que les Américains ont des volontés de contenir la Chine économiquement. Et peut-être qu'après Trump, viendra un autre président qui lui aussi voudra s'assurer de contenir la Chine. La question, c'est si aujourd'hui on a deux poids lourds de l'économie mondiale qui s'affrontent, je donnerais quand même l'avantage aux Américains parce que les Chinois ne sont pas prêts à ouvrir leur économie domestique, à jouer avec les règles internationales. On voit que c'est quand même une économie qui a pas encore cette maturité. Donc les Chinois sont peut-être un tout petit peu plus fragiles à ce niveau-là. Ils ne pourraient pas supporter une libéralisation totale de leur compte courant, de leur devise. Donc ils y arrivent. Pourquoi ne pas supporter, c'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, ils ont un compte courant un compte de capital qui est fermé. Ouais. Donc c'est une économie, vous l'avez mentionné, qui est très très contrôlée. Ouais. Éventuellement, quand on leur demande de jouer avec les mêmes règles que tous à l'OMC ou dans ce contexte global, eh bien on leur demande de lâcher un petit peu le contrôle. Si on lâche le contrôle, les flux de capitaux vont être plus libres et peut-être que les flux de capitaux vont sortir de Chine, ce qui peut mettre en difficulté l'économie chinoise. Finalement, c'est un peu la stratégie que les Américains avaient utilisée dans les années 80 avec le Japon. Vous avez forcé l'ouverture de l'économie et l'ouverture du compte de capital japonais. Aujourd'hui, ils font la même chose avec les Chinois. Donc les Chinois doivent faire des réformes pour, quelque part, pouvoir suivre les règles qui sont les standards internationaux en termes économiques. Ouais. Après, on se demande, je reviens à Huawei, est-ce que la tech américaine, on pense à Apple, doit craindre ou pas des mesures de représailles? Encore une fois, Apple, la Chine, ça reste 10% de son chiffre d'affaires. Que peut faire la Chine pour faire mal aux Américains et en ciblant Apple? Alors, tout dépend si on est encore une fois dans une stratégie où on souhaite faire le maximum de dégâts, que ce soit côté américain ou côté chinois. Et là, on peut imaginer qu'on aille effectivement très très loin dans la confrontation. Apple sera affecté évidemment. Mais enfin, aujourd'hui, on reste quand même dans un scénario où les discussions ne se sont pas complètement effondrées et les deux parties veulent obtenir un accord.
Est-ce qu'ils On en est l'obtiendront sûr côté chinois et américain? Toujours, aujourd'hui, toujours. La question, c'est est-ce qu'on l'aura en juin ou est-ce qu'on l'aura plus tard? Mais les discussions ne sont pas totalement rompues. Et on voit bien quelque part dans le geste de Trump où il a reporté de 3 mois ses limites pour Huawei, on voit que quelque part, on est encore un petit peu dans la négociation, mais que les deux parties se refusent à complètement rompre les liens. Ouais. Dernière question là-dessus. Les marchés pour vous, Samy Char, ils ont bien intégré cette escalade du bras de fer entre Je trouve Trump. qu'il y a encore de la complaisance. On a le sentiment que, Complaisance de la part des marchés? de la part des marchés, quand on tendance à voir énormément de ce qui est en train de se faire comme du bluff, je peux avoir de la sympathie pour ça. C'est vrai que Trump bluffe beaucoup quand il s'agit d'obtenir un accord commercial. Mais ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, c'est quand même une escalade significative. Et ça ne va pas être si facile de redescendre des sommets de tension où on est monté, notamment pour le G20 en Chine. Donc voilà, il va falloir attendre de des voir. marchés quand même Il y a une certaine complaisance des marchés, effectivement. pour qui parient sur un scénario plutôt rose, qui ne veulent pas voir ce qui est désagréable à voir, à savoir que ça se durcit. Les marchés donnent encore le bénéfice du doute à Donald Trump qui doit rencontrer Xi Jinping à Osaka pour ce G20. Ouais. Et on va voir ce qui va se passer. Ah, vous n'y croyez pas, on le sent bien. Dubitatif, il est sceptique. Hein. Je pense que c'est vraiment du 50-50. Et du 50-50, ça veut dire qu'on doit quand même un peu se protéger. Alors que les marchés, pour le coup, pour vous, ne pricent pas du 50-50? Ils 70-30. price une issue favorable aujourd'hui, oui. Je pense 70-30, oui. Bon, eh ben, on se reverra. Revenez verra vite, ça. hein, revenez. Lombardier, c'est en Suisse, mais il faut venir plus souvent en France, nous voir. Avec grand plaisir. Samy Char, donc le chef économiste de Lombardier, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.